Bonsoir, bienvenue chez Palf. Le canapé est à vous, installez-vous. Ah, salut toi. Ça va, ça fait longtemps. Tu t'es pas lavé hier quand même. Nous vous avons demandé de nous poser vos culs et nous allons vous donner DR. DR. Merci donc pour vos participations. Ouais, c'était cool. Nous allons donc tenter de vous donner des réponses les plus précises possibles, en tout cas qui correspondent à ce en quoi on croit. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être d'accord. La section de commentaires sert à ça, je vous garantis que je ne la lirai pas. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller regarder une autre vidéo gratuite sur ce même site, ou éventuellement, comme disait ma crémière, si ça ne vous plaît pas, c'est le même prix. C'est la première FAQ avec toi, Julien, non ? Bah oui, tu m'as pas proposé d'en faire avant. Ouais, non, mais c'est pour ça que t'insultes. Je crois que j'avais bien fait de pas proposer avant. En fait, tu sais, à partir du moment où on leur demande de participer, ils vont croire qu'ils sont chez eux. Non, c'est... Voilà, tu t'assois, mais t'enlèves pas encore tes godasses, on peut te demander de te barrer à n'importe quel moment, quoi. T'es un peu violent, mais j'aime bien quand même. Bon, en vrai, on vous aime, les gars, et les demoiselles, bien évidemment. On est content de répondre à vos questions. Moyen. C'est Julien, voilà, c'est comme ça. Bon, vas-y, pose tes questions, là. Bonjour Alex, bonsoir Julien. Je me faisais réchauffer des lasagnes, puis je me suis dit réchauffer, c'est du réchauffé. Qu'est-ce que vous pensez des rééditions des pédales et des pédales qui existent, qui sont peut-être encore en édition normale encore aujourd'hui? Je pense par exemple à la DS1 qui était sortie en 40e anniversaire, ou qui n'existe plus puis qu'on ressort avec un petit tweak, genre la HM2 en Wazacraft. Et puis ça m'intéresserait d'avoir donc l'avis à la fois d'Alexandre en tant que constructeur et Julien en tant que musicien. Et puis surtout, j'aimerais bien que vous rééditiez la grosse. Allez, merci, salut. Alors, pour ce qui est des rééditions, les exemples que tu choisis sont particulièrement mauvais. Et ce, pour plusieurs raisons. Mon Dieu. Alors, Mais t'es insortable comme mec, toi. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Oh là là. Pour la DS1, en fait, c'est pas une réédition. C'est une édition 40e anniversaire et tout ce qui change, c'est la couleur. C'est la couleur et le prix, c'est ça ? Le prix, je crois, reste à peu près le même. Hein. Il me semble pas qu'ils aient... D'accord. Enfin, c'est peut-être 59 au lieu de 49, quoi. D'accord. Mais ils se sont pas touchés la nouille, Ils sont pas touchés là-dessus, quoi. Voilà. Et de manière générale, la DS1, ils ont jamais arrêté de la faire. Donc par définition, ils l'ont pas réédité. Ils auraient pu quand même, hein, ça aurait été bien. Non, parce qu'ils en vendent. Ouais, ils en vendent. Et puis tous les gamins qui veulent sonner comme Trust, c'est très bien. Et pour le coup, la HM2, donc, qui est ressortie en Waza, c'est un peu particulier. Enfin, je me permets une petite digression, de toute façon il n'y aura que ça. C'est que la culture japonaise est assez particulière par rapport à ça. J'avais eu l'occasion d'en discuter avec quelques personnes de chez Roland, enfin de chez Boss au NAM, c'est qu'en fait les Japonais ne voient pas l'intérêt de faire des rééditions. C'est-à-dire qu'ils ont cette culture de toujours perfectionner leurs produits, et que s'ils ont sorti un nouveau produit, c'est que par définition il est mieux que le précédent, donc il n'y a pas intérêt à rééditer le précédent. Tu veux dire que le Japon est un monde entier d'ingénieurs ? En gros, en tout cas, ils réfléchissent comme ça. Ouais, d'accord. Et enfin, eux, tu leur dis, ouais, mais la HM2, le black metal norvégien, machin, ils disent, bah oui, mais entre-temps, on a sorti la Metal Zone ou je ne sais quoi, sur laquelle tu peux avoir le même son, mais en plus, il y a un médium semi-paramétrique, etc. Ouais. Et donc, en fait, la série Waza, c'était un peu une manière d'aller contre ça, et c'est une série d'impulsion clairement occidentale. En fait, l'idée des rééditions, c'est purement un réflexe américain, et c'est quelque chose qui du coup a été un peu particulier à envisager pour les Japonais. Alors moi, j'ai bien aimé qu'ils ressortent le VB2, le vibrato,
parce que pour le coup il y avait rien dans leur gamme qui ne ressemblait à ça. Et surtout, en fait, c'était une réponse à une demande, tout simplement. Enfin, un chorus où tu mets le mix à fond. Pas exactement, justement. Mais... Et puis en plus, t'as le latch qui est vraiment une fonction rigolote. Mais de toute façon, en fait, c'est une pédale qui atteignait des cotes débiles d'occasion. Et c'est le moment de réinjecter dans le marché, de se faire de l'argent là-dessus, quoi. Ouais, et puis quelque part de tordre le cou au marché de l'occasion aussi. C'est ce qu'ils ont fait avec la Ton Bender récemment. Alors la Ton Bender, pour le coup, là j'avoue que je suis un peu perplexe. Ouais. Je trouve que vraiment j'ai trouvé ça très décevant. Mais ce qui en même temps est assez logique. Parce que, encore une fois, si tu te mets du point de vue de Boss et de leur culture d'entreprise, la Ton Bender, c'est tout ce qu'ils ne sont pas. Bah oui, pourquoi ils ont fait ça, les gars ? C'est quelque chose c'est quelque chose de capricieux, c'est quelque chose de pas du tout bien fait en termes d'ingénierie. Ouais. Donc effectivement, c'est normal en fait quand on y réfléchit qu'ils ne réussissent pas leur Ton Bender. C'est pas pour eux. Mais donc bref, pour en venir à ta question, et je laisserai parler Alex après, parce que pour l'instant je lui ai épargné de donner son avis d'ingénieur aguerri. En tant que musicien, je dois avouer qu'effectivement je suis assez ambivalent par rapport aux rééditions. C'est-à-dire que si une pédale est rééditée en général, c'est parce que ça correspond à un artiste qui l'a utilisé. Dans 99% des cas, la VB2 par exemple a été rééditée parce que Nels Klein de Wilco, parce que des gens comme ça un peu chelous qui en ont fait un cheval de bataille. Ou la HM2, je pense à Olan Glund ou des trucs comme ça. Par exemple, oui, ou Entombed si on a bon goût. Moi je parle de YouTubesque. Bah oui, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Et donc effectivement, acheter ces pédales de réédition, ça voudrait dire d'un point de vue artistique essayer de sonner comme quelqu'un d'autre, ou en tout cas essayer de s'approprier les outils de quelqu'un d'autre. Ce qui est pas idiot en soi. Bah, c'est une démarche. Ouais, c'est une démarche. C'est une démarche. C'est un peu ce qu'on fait sur PAL, Et oui, c'est ça. Mais justement, moi j'aime bien l'idée d'en arriver aux mêmes conclusions par d'autres biais. J'aime pas l'idée qu'on me dise si t'as une Gem, un Carvin Steve Vai et la Morley Badorsi, tu vas sonner exactement comme Steve Vai. T'es en train de dire que t'aimes bien les sonner comme de Palf parce qu'on a un ampli plateforme, c'est ça, et qu'on utilise des pédales du commerce. Oui, et puis sans vouloir pratiquer l'autofellation, on y est là, ça y est, on est rentré dedans. T'inquiète, ce qu'on fait avec les Sonécom, c'est aussi une excuse pour faire de la pédagogie du son. Oui. C'est décortiquer un son existant et comprendre ce qui en fait les... Mais c'est vrai qu'on évite les pédales signatures, évite le matos du musicien, on veut faire ça avec ce qui nous fait kiffer, quoi. Et effectivement, moi je suis convaincu que y a des super pédales qui sortent et qui tombent aussitôt dans l'obscurité la plus totale parce qu'il n'y a pas d'artistes connus qui s'en sont emparés. C'est vrai. Et finalement, je trouve ça un peu... de manière générale, je trouve qu'en tant que guitariste, on a un manque de curiosité qui est assez hallucinant. Et on a toujours tendance à... Conservateur et grégaire, surtout. Okay. C'est dur. Non, mais c'est vrai. Mais je me mets dedans, hein. Loin de moi l'idée de me considérer comme au-dessus de la masse. On a toujours tendance à se dire si lui s'en sert, c'est que ça doit être bien. Et on veut pas être le premier con à essayer un truc en disant c'est bien, mais Jimmy Page il s'en servait pas. Donc on a voilà le. C'est vrai que les couillons avec leur accès fixe là, comme on les regarde de travers. Bah ouais, mais pareil. Alors qu'ils ont raison en vrai. Non, c'est pratique. Ils sont tous pareils aussi. Oui, c'est vrai. Non, en fait, c'est vrai que t'as raison. C'est d'autres formes de. C'est parce que t'as un autre connu qui a utilisé ça et du coup, c'est ça. Vas-y. Et là, c'est carrément même un truc délirant, c'est que tu télécharges les presets qu'un autre mec c'est encore pire, a programmé pour toi. Ça, vous êtes dans la nouveauté. L'intérêt d'avoir un super ordinateur pour sonner exactement comme un autre mec, triste, en fait. J'avoue que c'est même un peu perturbant. Donc effectivement, les rééditions de matos, pourquoi pas quand c'est un truc que tout le monde s'arrache et qui a une vraie raison d'être artistique. Je pense par exemple si quelqu'un voulait rééditer les pédales Loftone
pour lesquels j'ai une certaine fascination. Ça pourrait être intéressant parce que pour le coup, il n'y a rien qui existe du genre. Oui. Ou ce qu'avait fait une marque comme Glou Glou avec la pédale rendez-vous qui reprenait le circuit du Mutron. Le biphase, non, je crois plus qu'il en fasse. Hein. Ah ouais. Ouais, enfin, c'est des runs assez des petits courts runs, en ouais, général. ok. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des pédales qui font des sons qu'aucun autre ne propose. Donc ça, Dans l'unique, potentiellement, ça dans ce qui a m'intéresse. disparu, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ou comme on regardait, comme on écoutait dans une autre vidéo, Formula B qui fait des tone benders. Ouais. Ça, pour le coup, il n'y a rien qui sonne comme une tone bender. Et je dirais que c'est un... Il n'y a pas tant de mecs qui rééditent les Tone Bender. Non, parce que c'est un circuit relativement inconnu du grand public. Et là encore, que peu de guitaristes se sont appropriés finalement. Ouais, parce qu'on est tous sur la Fuzz Face, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais. Bon, on en reparlera dans Parce cette qu'on vidéo. veut tous sonner comme Hendrix. Et Au début. peut-on vraiment nous blâmer? C'est ça. À toi. À moi. Bon, moi, je vais faire une réponse très courte. Parce que t'as épuisé le temps. Comme moi, tu veux dire? Ouais, comme toi, ouais. Si on part du principe qu'une certaine marque s'appelant Anna Sounds rééditait la grosse, pourquoi on ferait ça? Quelle serait la raison pour laquelle on irait faire ça? Je sais pas comment le dire, mais parce que la 2 était moins bien. Bon, ouais, ok, mais... Parce que la 2 est une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. Non, la 2 est différente. Elle répond à un autre besoin, qui D'accord. n'est pas le tien. Qui n'est clairement pas le mien, ouais. Non, mais en fait, je me mets à la place, parce que la question c'était plus la réédition par rapport à la même marque, si j'ai bien compris. Donc Boss qui sort la HM2 Wazacraft, alors qu'ils ont fait disparaître la HM2, je crois, dans les 90. Pourquoi Anna Sounds ferait une réédition de la grosse qui est arrêtée depuis 2016, donc la Savage originale, parce que la grosse, bon, voilà, c'est des termes un peu imposants. Donc, c'est qu'en fait, bon, déjà il y a une demande, ça c'est un premier point. Et ensuite, sur le plan technique, c'est vrai que pour une marque, c'est quand même assez agréable s'il y a une demande sur un produit comme ça, parce que tu reprends tes vieux schémas, tu les retravailles un petit peu, tu les secoues, et hop, t'as un produit qui apparaît. Oui, ça revient à imprimer de l'argent quasiment, quoi. Pas loin, ouais. Pas loin. Bon, après, faut pas non plus abuser, parce qu'il y a quand même un travail derrière. Oui. Mais je veux dire, c'est pas le même travail que de développer un nouveau produit. Oui, bien sûr. Donc c'est sûr que si t'es boss, on te dit je veux une HM2, je veux une HM2, je veux une HM2, et comme tu disais si bien, tu vois les prix s'enflammer sur le case, bah pourquoi on refait pas une HM2 en fait? Bien sûr. Les gars, on en refait 10 000, ça se vend. Bon bah ok, vas-y. Mais d'ailleurs, c'est un peu agaçant parce que effectivement, t'as l'impression que Boss sort surtout ce genre de choses et fait des coups d'éclat avec ça. Maintenant oui. Alors que ils avaient sorti, je sais pas si t'as écouté par exemple le Terra Echo. J'ai entendu parler de ça, ça avait l'air C'est super. monstrueux. Jamais essayé. Et ça, tout le monde s'en fout. Oui, Ils alors sortent un truc comme ça et tout le monde s'en fout. parce quoi. que justement, normalement, Boss fait des innovations Bah oui, c'est leur boulot. et ils ont compris, comme tu disais très bien, que le guitariste en a plus rien à branler et qui veut Oui, et puis sa c'est- Tone Bender d'époque, les- son Vox d'époque, et puis voilà quoi. J'irais même plus loin, c'est qu'en tant que journaliste, et je me considère comme un journaliste aussi, on est responsable de ça. C'est Ouais. c'est plus facile de raconter une histoire quand c'est quelque chose du passé qui a déjà bien existé sûr. que d'inventer l'histoire d'un nouveau truc dont on sait pas trop par quel bout le prendre. Exactement. Et par exemple, Swan a tout à fait raison de rêver du synthétiseur Boss. Oui, il aime Parce bien que ça. pour le coup, c'est un truc qui n'a pas encore été très exploité. Non, Et il y a je suis peu de sûr marques que qui lui font ça. pourra en faire quelque chose de très musical. Boss serait intelligent, ils auraient déjà endorsé Swan et il irait faire des démos dans le monde entier pour les synthétiseurs Boss. Hello Palf, est-il Salut. possible d'innover dans le monde de la pédale? Par exemple, pour une overdrive, une fois qu'on a fait du soft clipping, du hard clipping, du asymmetric clipping, donc des termes que tu maîtrises bien Julien, Vraiment, changer la très techno bien. des diodes, etc. en profondeur. Est-ce que tout a été fait? Est-ce qu'on n'a plus que le choix du clonage? Et si je peux abuser, une autre question, le CMS, moins bien que le traversant par rapport à la remarque d'Alex sur la KTR. Il y a plein de choses intéressantes. C'est marrant qu'il pose la question parce Bah que ouais. justement, pendant ce même tournage, on est en train de faire une vidéo sur peut-on encore innover dans le domaine de la fuzz. Donc la réponse est clairement oui.
Clairement. Mais c'est genre pas évident. tendance à dire que la fuzz est un domaine privilégié pour l'innovation, Ouais. parce que c'est déjà un domaine dans lequel on s'attend pas à ce que la guitare sonne comme une guitare. Oui, c'est génial d'ailleurs. Voilà, j'ai posé ça, maintenant je te laisse courir. Mais tu vois, on inverse un peu le truc, Bien tu me sûr. laisses le côté Técos. C'est bien, Julien. Bon, elles sont bien les R. Bah alors bon, ça on verra dans l'épisode des fuzz comment ça se passe. Mais admettons, on va répondre à ta question du côté overdrive parce que c'est ça qu'il voulait. Il me parlait de clipping, overdrive disto. Il est dans ce milieu-là. On peut prendre le même exemple que la fuzz. Imagine, t'es guitariste, tu cherches ton son. Tu peux empiler le nombre d'étages que tu veux, le nombre de clipping que tu veux et la façon dont tu veux tourner le truc. Alors je te rejoins, ce n'est que des recettes qu'on va mélanger et réutiliser. C'est qu'une somme de recettes qu'on va additionner. Mais mine de rien, les possibilités sont infinies. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'empêche d'innover au final ? Tant que tu réponds à une recherche artistique, à un besoin d'un musicien, bah t'arrives à un résultat qui peut être différent. C'est assez beau ce que tu dis. Ouais, j'essaye. Non, mais tu t'attendais à ce que je sois ironique, mais Ouais. je trouve ça assez beau ce que tu dis, ça me fait penser à cette idée que c'est avec les 26 mêmes lettres qu'on a écrit toute la littérature du monde. Ah carrément. Bon, en tout cas, une partie de la littérature occidentale. Ah oui, tu le vois comme ça avec par les rapport à mes mêmes composants. 26 Ouais. lettres, tu peux écrire Shakespeare et De Lillo, quoi. Oui, c'est vrai. Et Bah, avec les mêmes clippings et les mêmes étages de gain, bah oui, c'est ça. tu peux rééditer toutes les pédales que tu veux et créer de nouvelles. Non, c'est assez chouette comme idée. C'est comme ça que je vois la chose. Et Mathieu, j'imagine que tu t'y connais un petit peu. Et c'est vrai que ça impose une petite part de frustration en tant que Técos. Tu te dis, bah, je réutilise des choses que j'ai pas inventées. Après, bon, si tu veux réinventer la poudre, ben, essaye de, je sais pas, de faire une simulation numérique d'un modèle ultra précis d'une amplification à lampe. Tu veux dire pour réinventer, il faut copier, c'est ça? Ouais, c'est ça en plus. tu te crées ton nouveau système différent qu'une lampe avec de nouvelles harmoniques. Voilà, je sais pas, prends-toi la tête un peu. Tu vois, par exemple, là, on va recevoir Kernom sur le plateau. Tu connais pas, c'est normal, ils n'existent pas encore. C'est des Parisiens qui ont fait ils ont pas inventé le clipping, mais ils ont fait quelque chose de nouveau autour du clipping. On en parlera en vidéo. T'as toujours moyen d'innover, mais en fait, il faut pas chercher à innover en voulant réinventer une techno de ouf. Parce qu'en fait, de toute façon, le guitariste, il s'en foutra complètement. Si tu lui dis t'inquiète, ça fait le café, ça s'envole, il va dire non, j'en veux pas. Je veux une fuzz. Ouais, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut injecter des doses d'innovation dans un contexte déjà bien connu. Regarde la Element. Ouais, je vois. La Element, c'est une reverb à ressort, le truc que tu connais depuis plus de 50, 70, je sais pas combien d'années. Et on t'a juste modifié un peu la façon de l'utiliser pour que tu dises ah ouais, merci, c'est mieux comme ça. Mais oui. ouais, je comprends. Et on est allé plus loin, mais tu vois, on le dit pas trop, c'est vintage, t'inquiète, mais on a mis des trucs, tu vois, on a bien poussé. Et c'est comme ça que le guitariste est content. On peut aller même plus loin, c'est est-ce que de toute façon on peut vraiment innover en termes de musique, en termes d'art. On construit toujours sur les épaules de géants et on se sert tous des mêmes 12 notes. On a une étendue de tempo qui va d'à peu près 60 à 200 BPM, 250 pour les speed métalleux. Mais est-ce qu'on peut vraiment effectivement innover dans ce domaine-là, ou est-ce qu'on est condamné à reprendre des pièces de Lego déjà existantes et juste les assembler dans un ordre différent? On prend les lettres de l'alphabet, ça revient au même. Hein. Tu retournes tes notes comme t'as envie et ça fera quelque chose. Ouais, je pense qu'on peut toujours avancer. Et il y avait une petite question par rapport au CMS traversant. Alors ça, ouais, mais on en parlait un petit peu l'autre fois. Ça ne me regarde pas. Mais là, c'est une question qui risque de prendre encore du temps, donc je vais te la faire courte. Traversant, c'est les composants qu'on utilisait depuis toujours. CMS, ce sont les composants miniaturisés qui te permettent de gagner de la place et de payer moins cher ta prod. En gros, tu vas dans le CMS quand tu fais des bonnes technos parce que t'as pas le choix. Tu restes dans le traversant quand tu veux certains composants que de toute façon tu ne trouveras pas en CMS. Genre des germaniums soviétiques. Voilà, ou même certaines kappas, elles sont chiantes en CMS. Tu les gardes en traversant. Et en fait, le monde, pour moi, va vers un mix entre les deux mondes.
D'accord. Et puis c'est tout, il n'y a pas à se prendre la tête. Mais est-ce qu'il y a une différence de son? Eh ben Si non. tu mets exactement les mêmes éléments en traversant et en CMS, est-ce que tu sentiras une différence de son Non, entre les deux? mais tu la sentiras parce que les industriels qui font du CMS, leur objectif c'est de gagner de l'argent. Donc ils mettent des composants de qualité moindre. Exactement. Je comprends. Voilà. C'est pour ça que j'avais fait une étude en CMS avec Damien, on avait fait cette étude-là. On t'a fait un proto d'Element classique, un proto CMS. Le proto CMS, on gagnait 2 décibels de bruit. Oui, d'accord. Ce qui est génial. L'inconvénient, c'est que pour faire ça, il fallait des composants de psychopathes. Donc Element nous coûtait plus cher à fabriquer. Je vois le genre. Oui, d'accord. Donc finalement, c'est pour ça que je te dis que c'est un mélange. Le CMS nous permettrait d'enlever... Oui, mais si vous en fabriquez 50 000 par mois, ça vous reviendrait moins cher en CMS. Ouais, carrément. Ouais. Surtout si on faisait un compromis sur les composants. Oui, bien sûr. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Donc finalement, on a réfléchi à ça. Et on se disait, tu vois, les résistances, poser des résistances, qu'est-ce qu'on s'en fout? Poser des résistances à la main, la résistance, faut arrêter le mojo des résistances. Arrêtez. C'est qu'une datasheet. Ça va aller, ça va aller. Non, mais c'est bon. Ça va aller. Kappa céramique en CMS, elles sont 100 fois mieux qu'en traversant. Parlez pas des résistances. Tu parlais pas. Arrêtez. Du coup, en fait, tu fais un mix entre les deux. Un jour, peut-être, on ira dans cette direction-là parce que, en vrai, peupler des résistances toute la journée, on a 3 gars qui font ça. C'est aucune valeur ajoutée, quoi. Oui, c'est pas forcément un boulot passionnant. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Et ça te permettrait de gagner de la place pour mettre plus de fonctions. Question suivante. Ok. Question simple, réponse simple. Ah, L'incrustation de pattes de crocodile moisies dans les guitares est-elle essentielle pour avoir du mojo? ouais, je sais même plus où elle est ma patte. Et c'est une patte d'alligator. Hein, c'est quand même une différence C'est très important. très importante, tout simplement parce que c'est l'alligator qui vit en Louisiane. Il n'y a pas de crocodile en Louisiane. Et la Louisiane, c'est quand même l'endroit du mojo, tout simplement. Faut savoir que je vais te faire une réponse, Ouais. t'inquiète. Putain, Faut savoir que je voulais te la mettre courte comme ça. à l'origine, le mojo, en fait, c'est un petit sac. C'est de la magie vaudou, hein, c'est dans lequel on met tout plein de petites saloperies qui sont censées attirer l'affection du sexe opposé. Ah d'accord, c'était ça. Ouais, tout à fait. Un mojo bag ou un mojo hand qui était une petite main de singe desséchée. Ah bah ça attire les nanas d'avoir une main de singe desséchée. Grave. Ah ouais. Ouais, Ok. tu te mets ça sur la poitrine. C'est sexe. Et t'attires grave. Et du coup, effectivement, ouais, ce qu'on appelle le mojo en guitare, c'est un dérivé de cette croyance vaudou. Donc par définition, effectivement, une patte d'alligator, il n'y a pas plus mojo, quoi. D'accord. T'es content de ta question, David Eck? Non, mais blague à part. Oh non. Oh non. Est-ce que toi, t'as pas envie des fois de cacher des trucs rigolos dans tes pédales? Non. Non? Je t'envoie une pédale qui fait pédale. Mais genre, tu sais, il y a plein de gens qui achètent tes pédales qui les ouvriront jamais. Et il y en a qui les ouvrent. Et il y a un truc rigolo à se dire, peut-être que s'il l'ouvre, il va trouver un ourson en guimauve à l'intérieur, quoi. Mais ça va pourrir. Ouais. Je vois pas l'intérêt en fait. Ou un nude. Je sais pas. Mais pourquoi? Mais parce que tu sais pas s'il l'ouvrira ou pas, et c'est ça qui est beau. Et toi tu t'envoies ta dick pic comme ça sur la prod. C'est un nude de Schrödinger. T'imagines Terry qui colle le nude sur chaque plaque et qui ferme la pédale. Mais non, pas sur chaque plaque. Ah, de façon aléatoire. Ah ouais. Et du coup, et on fait des nudes de chacun dans l'équipe. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est dégueulasse ton histoire. Tu fais ce que tu veux, mais je pense par exemple à Earthquaker qui font des petits dessins des fois pour les pédales au numéro de série genre 666. Ah oui, mais comme ça. Ils ont rien à faire de leur journée quand ils font ça. Mais c'est des artistes. Des artistes. Je sais pas, moi j'aime bien cette idée de cacher des petits autres packs dans Je vais te cacher pédales. des trucs dans tes bitounes face. Yeah. Je vais te cacher de ces trucs. Hello Palf. Comment fait-on pour bien brancher une fuzz type fuzz géranium quand on utilise un système sans fil? Le système sans fil, pourquoi pas vous? Ouais, moi ça me paraît très compliqué parce qu'il y a forcément un buffer contre les vampires. Oui, c'est ce qu'il disait, ouais, dans les détails. Faut faire intégrer la fuzz à ta guitare et puis tu mets le système sans fil après. Ce mec-là, il connaît pas TypeFX. Oh, Bah oui. genius.
Genius alert. Raise the dead. Raise the fucking dead. Avec un transfo à l'entrée de la pédale Bien pour sûr. simuler ton micro. Problem solved. Voilà. Genius. Oh, tu m'as mis le frisson, Alex. Ouais, c'est cadeau. Les multi-effets MG30, MX50, GT1000, Helix, Multitou, ils sonnent tous pareils ou non? C'est honnête comme question. Hein. C'est pas honnête. du tout trollesque. Ah, j'aime bien ce mec. Je crois que dans la question elle est vite répondue là. Non. Non, Non, ouais, on vraiment peut. pas. Ouais. Allez, vas-y. Non, Allez. moi je veux ton point de vue d'ingénieur. Ok. Pour moi, c'est tous la même merde Mhm. parce que c'est pas au point. Mais dans le lot, il y en a qui font peut-être un peu mieux que d'autres. Ça te paraît pas mal? Non. Non, parce que Non, c'est tout à fait malhonnête comme réponse. Bon, allez, je t'explique pourquoi. Pourquoi ça peut être mieux ou moins bien. Bon, déjà, tout ce qui est en dessous de 200 balles, t'oublies, c'est de la merde. Par définition. That's fair. Parce qu'un bon processeur, ça coûte très cher. Donc, le bon processeur, à quoi il va te servir? Il va te servir à avoir une bonne fréquence d'échantillonnage. Tu as un mauvais processeur, tu joues, il y a de la disto. Oui, Un déjà. bon processeur, tu joues, il y a de la disto. Alors, j'utiliserai jamais un multi-effet pour la disto, mais si tu veux. Parce que... Bah là, s'il dit ils sonnent tous pareil, on parle d'overdrive et de disto. Ah ouais, non, mais là, non, bah... Éteins la vidéo. Alex a quitté la conversation. C'est ça. Si je pouvais, là, je l'aurais fait, là. Non, c'est pas pour ça un multi-effet. Un multi-effet, je peux concevoir le principe dans un monde où, par exemple, tu n'as pas le budget pour t'acheter plein de modulations et d'effets temporels. Mhm. Allez, je l'accepte. T'as un bon ampli, t'as tes petites fuzz et tout va bien, mais t'as mis tout le budget dans la fuzz parce que t'as voulu les bonnes fuzz. Et t'as plus rien pour te faire de temps en temps un flange de mauvais goût et un delay avec une reverb spatiale de l'enfer, voilà. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas? Ça te permet, en attendant d'avoir le budget, d'avoir un truc qui te fait tout. Ouais, moi je trouve qu'il y a une vraie vertu pédagogique des En plus, multi-effets. ouais, c'est vrai. En termes d'apprentissage de ce à quoi sert chaque effet, de comment sonne chaque type de distorsion ou d'effet. Mais eux, ils sont pas débutants là. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont pas débutants, mais on est tous débutants. Non, il y a un moment quand t'es passé du multi-effet au pédale individuel, t'as passé un cap. Moi j'ai joué sur un pod avant de jouer sur un vrai Plexi, sur un vrai AC30, sur un c'était vrai dommage. Twin. Non. Oh, tu t'en Non, sortais, parce que c'était quand même plus facile. Parce que le de pod, jouer c'est sur un justement pod. l'exemple du mauvais multi-effet. Et pourtant, C'était le premier avec les simulations, je crois, non? ouais, et puis Ouais. enfin avec des simulations crédibles. Ouais. Avant, t'avais le GX700 de Boss avec la technologie Cosm. Ah oui, le Cosme, le fameux. J'avais le bien GT8 sûr. en Cosme. Mais voilà. Mais bon, c'était pédagogique, je suis d'accord. Voilà. D'une part, d'autre part, moi je suis convaincu qu'on peut en tirer quelque chose de correct si on est bon guitariste. Mais bien évidemment, c'est sur le même sujet. Et la règle reste toujours la même. Pas trop pousser sur la disto, pas trop compresser, Ouais. désactiver le noise gate intégré à tout prix, ça c'est essentiel, et pas trop creuser les médiums. Ouais. Et là, je C'est bien, tu pense décris qu'on peut tout ce que arriver à j'avais dans quelque mon chose. son GT8. Bah oui, c'est ça. Mais je parle d'expérience, évidemment. Moi, j'ai commencé sur un Zoom 505 et j'en ai toujours un souvenir ému. Il y avait un pitch shifter intégré et je m'amusais à faire des solos entiers avec le pitch shifter à la quinte. C'était parfaitement Et ça détestable. suivait la gamme ou pas? Ah non, la Non, quinte, il n'y a pas de Ça faisait pas, hein. de gamme, c'est la Ouais. tierce, la gamme. D'accord. Mais il y avait tierce majeure ou tierce mineure, donc Ah, si tu tu pouvais quand switchais très vite, ça ouais. pouvait faire un harmoniseur intelligent. Mais bref, la vraie question qu'il pose en fait, Ouais, c'est comment choisir? Est-ce qu'il y a des différences? c'est voilà, est-ce Et qu'ils ça, je sonnent peux effectivement t'aider, ouais. de manière différente et est-ce qu'ils ont des personnalités différentes? Alors l'idée c'est pas qu'ils aient des personnalités. Non, Si il j'ai bien s'adapte. compris, Un c'est multi-effet, ça qu'ils s'adapte. répliquent la Ouais. personnalité de vrais amplis. Ouais. Donc, à partir de là, est-ce que c'est vraiment leur finalité d'avoir une personnalité? Moi, je suis pas convaincu. Non, ça on est d'accord. Et après,
qui sonnent différemment. Moi, je pense, oui, forcément. Les convertisseurs sont pas les mêmes, le processeur est pas le même, la qualité des ingénieurs qui ont travaillé sur les programmes sont pas exactement les mêmes non plus. Et puis, au-delà de ça, t'écouteras pas forcément sur le même système, pas forcément avec la même gratte. Donc, il y a un nombre de variables tellement infini que ça n'est pas... j'avais entendu dans le Pigalle des années 90 que le pod c'était des samples. Des samples. Genre t'appuies, ça sonne à ta place. Non, que quoi que tu joues, ça déclenche des samples, donc ça sonnera pareil quelle que soit ta guitare. Ah, mais ça c'est ce qu'on avait fait avec les premiers synthétiseurs. Bien sûr. Avec les cartes là. Bah oui, tout à fait. Mais oui. Et donc voilà, c'est symptomatique aussi de cette idée qu'on se fait des multi-effets qui lissent complètement la personnalité de ton instrument. Alors oui, si effectivement on met v'là du compresseur et v'là de la reverb, c'est sûr qu'une Les Paul et une télé sonneront à peu près pareil. Mais si on sait un peu les régler, on peut tout à fait en tirer quelque chose de correct. J'espère qu'on t'a aidé. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais pas acheter un multi-effet, il y a tellement de choix, ça va être une horreur. Ouais, mais justement, c'est génial. Ouais, je pense que c'est tous les mêmes. Moi, j'aimerais tellement avoir 15 ans et des boutons et choisir un multi-effet. Mais tu sais quoi, moi, si j'étais 15 ans avec des boutons, j'utiliserais pas de multi-effet, je serais sur ma carte son. Ouais, c'est pas faux. Parce que me connaissant, j'aurais fait ça à l'époque. Par contre, une fois que j'ai passé la majorité, je voulais plus faire des trucs chiants comme ça. Je comprends. Très bonne question, malgré son caractère un peu trollesque. Bah oui, bien sûr. Quelle règle pour stacker ses overdrive? Il dit même pas bonjour. Non, dis pas bonjour. François, ton éducation, François. Ouais, mais il est gentil, François. Quand même. Entre le boost, son overdrive favori... Du coup, j'ai pas... Bah oui, tu trolls. Voilà. Bah, je reprends. Rajoute bonjour, comme ça j'écouterai. Bonsoir. Quelle règle pour stacker ses overdrive entre le boost, son overdrive favori et un autre? Si je comprends bien ta question, François, c'est comment on stack des overdrive, est-ce qu'il y a une règle à suivre? Oui. Entre le boost, les OD... la règle est extrêmement simple. Oula. Moi je dirais pas ça. Ah si. Vas-y. Si, il faut déterminer la pédale qui va donner son caractère à ton son. C'est vrai. Et c'est la dernière à mettre avant boost de volume. Mais du coup... Donc l'idée c'est ta base de son, ici, ceci. Genre la amp in a box. La amp in a box, typiquement, exactement. Avant, tu vas mettre ce qui va lui booster le gain. Donc un truc un peu clean. Ce que tu veux. Ouais, tu peux même quand même aller dans la tube screamer. Absolument ce que tu veux, sachant que si tu utilises un autre amp in a box comme boost de gain ou comme boost de volume, parce que après c'est ton boost de volume, ça va prendre le dessus du coup sur la personnalité de ton ampli principal. Donc tu gardes un seul amp in a box. Avant, tu mets des trucs qui boostent le gain. Après, tu mets des trucs qui boostent le volume. Ça, c'est la règle la plus simple et qui marche toujours. Tout simplement. Et je dirais que dans l'idéal, avant le amp in a box, procéder de façon croissante sur les gains. Ouais. C'est-à-dire, en gros, le amp in a box, ce sera la plus saturée. Et avant, un peu moins saturé, et ainsi de suite, jusqu'au début de ta chaîne. Tu clean boost à l'overdrive qui tâche. C'est ça. Ouais, et tu finis par la disto. Et après la disto, ce qui pourra faire les boosts de volume. Puisque si vous boostez avant votre source principale de gain, ça ne boostera que le gain. Si vous boostez après, ça boostera son volume. Ça t'as peut-être la réponse, toi. Je l'ai pas. Ah. Hello Palf. Il a pas déjà posé une question, lui? Ah oui, on l'a déjà répondu, lui. Dis donc... il est à fond, il a pas de questions. Il s'en pose des questions, ce pauvre Fred. Ouais, mais avec son système sans fil de tout à l'heure, il se pose la question... il a pas fini de s'enfiler avec son système. Ouais, il a pas fini. Il se pose une question. Est-ce qu'on aurait une astuce pour passer d'une Les Paul à une Strat en live, car les deux ont une grosse différence de volume, sans devoir utiliser un clean boost pour ça? Alors déjà Fred, est-ce que tu as vraiment besoin de ce système sans fil? Et au-delà de ça, bah oui. Moi, j'aurais tendance à dire que si tu passes d'une Les Paul à une Strat, c'est que tu recherches le son d'une Les Paul ou d'une Strat, et que du coup, il faut accepter cette différence de
de niveau de sortie parce que c'est ça qui fait partie de la personnalité de l'instrument. Ouais. Mais du coup, s'il a bien stacké ses pédales, au final, la différence de volume, tu l'entends pas. Tu auras juste plus de patates, plus de gain. Ouais, à moins d'être en son clean. Et dans ce cas-là, effectivement, tu peux te faire engueuler par le reste du groupe. Ouais. Et j'aurais tendance, dans ce cas-là, à dire qu'il faut procéder de manière subtractive. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à comment je clean boost ma strat, et dans ce cas-là c'est la course à l'armement, ce serait comment je réduis mon volume quand je passe sur la Les Paul. Et dans ce cas-là, pourquoi pas... c'est le volume de l'ampli. Ouais, mais tu n'y as pas forcément accès de façon facile. Non, moi je suis partisan d'un EQ genre le GE7, avec un potard de volume général qui descend en dessous du point d'unity gain. Mais c'est ce qu'il dit, il utilise un clean boost, ça revient au même quoi. Bah non, à l'envers. Oui, d'accord, ok, tu descends, C'est ça. Ouais. Et il y a une pédale d'Electro Harmonix qui est pas chère d'ailleurs, qui s'appelle le Signal Pad. Okay. Et qui fait ça tout simplement, qui est un potard de volume déporté sur une pédale. On l'avait vu dans un analyse de pedalboard. Voilà. Le mec, il avait tous ces problèmes là, il avait mis toute une section gestion du volume quoi. Bah oui, mais ça, à mon avis ça marche bien. Après il y a toujours la solution à l'ancienne aussi d'avoir une pédale de volume en fin de chaîne. Ouais, ça marche bien. En particulier il y a certaines pédales de volume où tu peux régler un volume minimal. Donc ça te garantit que tu te couperas jamais complètement le son. Ouais. En gros, au minimum, c'est ton volume avec une Les Paul. Au maximum, c'est ton volume avec une Strat, en te gardant peut-être même un peu de volume sous le pied pour quand le batteur tape trop fort. Ouais. Après, c'est parce que c'est dans le cas où tu joues en clean, quoi. Mais bon, d'un autre côté, au niveau des fréquences, la Strat, même si elle a moins de niveau, elle s'entend bien. Oui, bien sûr. Donc c'est pas forcément un problème. Oui, mais c'est vrai qu'après, la Les Paul étant tellement pleine en termes de fréquences et un peu brush en termes de niveau de sortie, c'est vrai que si tu joues sur une Les Paul après une Strat, les autres vont dire calme-toi un peu. Et dans ce cas-là, il y a un outil aussi que peu de gens utilisent, mais qui est assez génial. Regarde sur ta Les Paul, il y a des réglages de volume. Hello Palf, comment bien choisir son ampli quand on veut en faire un support de pédale? Et bah c'est grand, comme ça tu peux poser toutes tes pédales dessus, voilà. Désolé Pierre, il aime quand il y a une faille comme ça, il rentre dedans et clac, direct, comme une mangouste. Comment régler l'EQ quand on a celui de l'ampli plus celui des pédales? Comment les pédales simulant un ampli arrivent-elles à s'imposer par rapport au son de l'ampli? Bon, c'est assez dense. Oui, en même temps, c'est 3 fois la même question. Ouais, en fait, ouais. Bah, achète un Kelt. Oui, voilà. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu prends un signature Axel Bauer ou à peu près n'importe quel ampli dérivé d'un Fender Blackface. Voilà. Et c'est pas compliqué. Tu prends un Deluxe si t'as besoin d'une petite puissance, un Twin si t'as besoin d'une grosse puissance. Et c'est des amplis qui encaissent très bien les pédales et qui ont une personnalité suffisamment peu marquée pour pas avoir de problème. Faut éviter le tweed. Ouais, parce que le tweed, ça impose une personnalité directe. Ouais, et tu pourras rien en faire. Faut éviter les trop petites puissances. Ah ouais, ça c'est parce que le haut-parleur va talonner avec les fuzz et parce que tu vas très vite atteindre ces derniers retranchements. Et faut éviter les amplis trop typés Marshall. Vox, Marshall. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est mort. Hein. Parce que c'est à chaque fois des personnalités très marquées. Bon. Dans les commentaires, il y en a un qui va dire oui, mais j'ai le modèle qui va bien dans ces marques-là. Oui, bien sûr. Ça existe, bien évidemment. Et puis, quand on parle de Marshall ou de Orange, c'est des amplis qui ont un headroom suffisamment élevé pour arriver à stacker des pédales. Oui. Si on joue pas trop fort et si on se sert pas de la disto intégrée, ce qui est quand même assez dommage. Après, effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est que tu veux que la personnalité de ton son vienne de ton pedalboard. Ouais. Ce que je comprends tout à fait. En fait, c'est l'idée de faire un menu de MP in a Box et de pouvoir choisir la personnalité selon le morceau. Ouais. Alors. C'est génial. T'économises. Ouais. Tu retrouves ça dans des petites pédales, t'as accès facilement, t'as pas changé d'ampli. C'est génial. Génial n'est pas forcément le mot. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une manière aussi de ne pas choisir.
Ouais, mais est-ce que t'as envie de choisir dans la vie? Ouais, je pense que faire de l'art, c'est sacrifier quelque chose. Ouais, là, c'est trop beau ce que tu dis. Mais c'est vrai. C'est pas bon. C'est beau, mais c'est pas bon. Non, je pense qu'il faut pas que... Il faut pas... Comment dire? Faut se méfier de cette recherche d'exhaustivité sonore à tout prix. Ça, pour moi, Tu l'as toujours dit, hein. C'est un piège. Tous les sons sauf les bons. Ouais, mais même si t'as la bonne version, si t'as à chaque fois le meilleur MP box possible, le meilleur Vox, le meilleur Marshall, d'avoir etc. le vrai ampli, bien sûr. Ouais, et puis même, ce sera, comment dire, chaque ampli sert à quelque chose de différent. Ouais. Je pense que chaque type de son s'accommode de différentes guitares, une chaîne de pédales différente, pas la même fuzz, pas le même délai. Enfin, je me vois pas mettre la même fuzz sur un Fender, sur un Plexi ou sur un Vox. Pour moi, ça réagit tellement de manière différente que... Tu parles d'un Vox, moi j'ai envie de mettre un Ragemaster par exemple, plutôt qu'une fuzz. Oui, et puis alors là, pour le coup, utiliser autre chose qu'un Rangemaster, enfin mettre des trucs entre un Rangemaster et un Vox, c'est un peu dommage. C'est surtout que ça marche pas. Ouais, ça va pas marcher, ouais, c'est clair. En fait, tu te branches, tu mets le Rangemaster et tu mets l'ampli. D'ailleurs, il est dans l'ampli. Donc j'ai tendance à penser qu'effectivement, faut se méfier de chercher absolument à avoir toutes les personnalités de son possible. Cette idée d'une plateforme de pédales, pour moi, se justifie quand tu as trouvé vraiment ta vérité sonore dans une pédale. Ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de mal à ça. Mais faut toujours se poser la question de pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait. Bon, là c'est une mise en garde. Mais moi ce que j'aime bien quand même sur la plateforme à pédales, c'est ce qu'on fait sur Palf, c'est que tu peux changer de son facilement. Bien sûr. Tu n'investis que 200 € dans une pédale au lieu de 2000 € dans un ampli. Oui, mais nous on n'est pas en train d'essayer de créer quoi que ce soit. Non, on s'amuse. On se fait plaisir. Ouais, et puis on essaye de leur apprendre quelque chose au passage. Au passage, bien sûr. Et pour ça, effectivement, on peut pas se permettre de changer d'ampli à chaque vidéo. On peut pas voir à chaque exemple sonore qu'on donne. Mais imagine, t'es un passionné comme nous de son, mais consommateur. Pas comme nous, là on a accès à plein de matos et tout. Je préférerais quand même acheter une pédale 200 balles, dire ah tiens j'aime bien ce MP box ce mois-ci, la revendre, en racheter une autre. C'est quand même agréable plutôt que d'avoir à trimballer 50 kilos d'ampli et changer d'ampli tous les mois. Ouais, je comprends. C'est pas le même coût de hobby, quoi. Ouais, mais après, est-ce que si tu te mets à l'assemblage de kits d'ampli pour pas beaucoup plus cher, tu peux pas te faire une série de têtes? Oui, tu peux, mais tu peux aussi mourir si tu sais pas ce que tu fais. C'est ça le problème. C'est possible. Genre toi, tu peux faire ça? Non. Mais toi? Non, moi, heureusement que j'ai des gens de talent. Heureusement que t'as quelques têtes, quoi. Non, on te verrait plus en vidéo, là. Oui, non, déjà, quand je touche des boutons, en général, ça se passe mal. Ouais, t'as moyen de prendre l'électricité. De là à prendre un fer à souder. Non. C'est mort. Déjà, Swan a soudé un jack. Enfin bon, c'est une grande question quand même. En tout cas, ouais, pour faire simple, un ampli style Fender Blackface. Pour les Q, tu baisses les graves. Ouais, toujours. Tout simplement parce que il y en aura. Là, on a mis une bosse de médium sur le Fender. Voilà. Bosse de médium, c'est bien. Et baisse les graves parce qu'il y en aura de toute façon trop dans les pédales que tu utilises. Les MP box ont tendance à bien charger les graves. Parce que les gens aiment bien ça. C'est hyper flatteur. Bah ouais. Donc effectivement, tu baisses les graves, tu pousses un peu le volume. Oui. Pour que ça développe quand même un peu. Quitte à baisser le volume sur tes pédales. Et tu utilises le préamp de l'ampli, c'est très important. Oui. Très important. Ne pas entrer dans le return de la boucle d'effet comme vous avez pu le lire sur des Reddit complotistes. Non, c'est pas une bonne idée. Non, parce que vraiment, le but avec ton MP box, c'est d'aller fracasser le préamp quand même. C'est important. J'ai une fédale. Lui, il dit pas bonjour non plus. Oui. Les mecs, quand même. Et il dit fédale parce qu'il a peur de se faire censurer par Zuckerberg. Avec un potard qui s'appelle Q. Ah bah, à propos de Reddit complotiste. J'ai jamais osé y toucher.
Mais à quoi ça sert ce Q et qu'est-ce qu'il fait? C'est hyper important le Q. Et il a mis hashtag Q posé. Oui, c'est vrai qu'il pose une Q sur le cul, c'est quand même génial. Et ouais, en parlant de complotiste que tu disais tout à l'heure, c'est quand même pas n'importe quoi, parce que le terme pédale, moi je l'ai mis sur un commentaire sur un post Facebook d'Anna Sands. Je me suis fait censurer, hein. Sur ma propre page. C'est curieux. Genre j'ai eu des propos, parce que je sais plus, genre il y avait dans la tournure de phrase, il y avait 2 mots que si t'étais avec un esprit mal placé, tu pourrais croire que c'était homophobe si tu les mélangeais, mais avec 2 phrases vraiment séparées, ça avait rien à voir. Et bah l'algo ça a fait c'est un propos discriminant. Si ça nous oblige à trouver un nouveau mot, c'est pas très grave finalement. Ouais. Parce que une pale-dalle. C'est vrai en même temps, et je vais me faire l'avocat du diable. Marc, je t'aime d'amour. J'ai quand même beaucoup entendu de blagues graveleuses et homophobes de la part de guitaristes dans ce milieu-là. Oui, donc c'est nul. Si ça peut permettre effectivement d'enrayer ça, est-ce que finalement on fera pas le deuil de ce mot assez facilement? On continuera de s'appeler Palf et personne ne saura ce que ça veut dire et puis tant pis quoi. Si on s'appellera Falf. Falf. Fédale à la française. Pardon, il faut que j'essaie de faire Falf. Non, mais c'est vrai qu'à la base, pédale, ça devait être pour la wawa. Et du coup, ça a plus trop de sens. Oui, c'est vrai en plus. Oui, t'as raison, c'est vrai qu'on pédale pas sur nos pédales, ouais. Puis quand tu parles de pédale à un mec qui est pas du milieu, c'est tu fais des pédales wawa ou tu pédales à vélo, des trucs comme ça. J'ai souvent eu ce truc de merde. Oui, non, en fait, on pourrait dire boîte d'effets, c'est pas très grave, quoi. Ouais, ça sonne pas trop quand même. De toute façon, on peut juste les appeler fuzz. Et si ça fuzz pas, tant pis, c'est que c'est pas un bon fuzz. Bon, c'était quoi en vrai sa question? Il a sur le potard de Q. Bah ça c'est à toi de répondre ça. Ouais, allez, le Q. Alors, le Q c'est très très bien comme potard, c'est génial. Déjà, tu dois avoir ça sur un boost. N'hésitez pas à toucher votre Q. Ouais, très important. Alors, ça vient des filtres. Ça vient des filtres dans un equalizer, donc un EQ. On reste dans le Q. Donc, un filtre. C'est quoi le but d'un filtre? C'est d'aller choper une fréquence. Tu choisis la fréquence centrale de ton filtre. Donc, tu dis je veux du médium, je veux des basses, je veux des aigus et tout ce qui se passe au milieu. Tu choisis son amplitude. Est-ce que je veux gagner de cette fréquence ou est-ce que je veux en perdre? Et le Q, c'est est-ce que je prends juste la fréquence très précise ou je prends un étalement de cette fréquence. Et donc, c'est génial le Q parce qu'en fait, ça te permet de faire des sons Quatsa en 2 secondes. Tu te mets une bonne fuzz, un Q boost. Regarde la vidéo Quatsa. Ouais, c'est ça. C'est génial. En fait, le Q, c'est la forme de ton boost ou de ton cut. Ouais. C'est-à-dire qu'un Q étroit, un Q serré, dirons-nous, ça te fait un Q pic. serré. Bien sûr. Merci Julien. Ça te fait un pic hyper centré sur la fréquence, alors qu'un Q plus large, eh bien, ça te fait une bosse qui du coup ne booste pas une fréquence précise, mais plus un ensemble de fréquences, en prenant le plus large possible. Donc c'est vraiment c'est hyper important et c'est des possibilités sonores extrêmement nombreuses. Hello Palf. Ah, voilà. Quelqu'un de poli. Est-ce qu'en stackant des bits fuzz, Oui. on pourrait entendre toutes les pédales sortir de l'ampli? Toutes les pédales. Merci. C'est tout à fait possible, effectivement. Merci Clément. Bonsoir Palf. Bonsoir. Vous avez un super ampli Kelt et les pédales y sonnent super bien. Mais ça donne quoi sur des amplis moins chics? Moins chic, genre, tu vois un Kelt où t'as arraché le Tolex et t'as cassé avec une dent cassée. Ouais, genre, quel est le rendu d'une Savage, d'une Ego Driver, voire une Bitoon Fuzz sur un petit ampli transistor de chez Woodbrass, mais pas de luxe, ou un Vox MV50, ou une micro tête orange, bref, avec des technologies différentes et merdiques. J'ai rajouté le merdique. Et merci pour la chaîne. Très bien, ouais, Vox MV50, ça me paraît être la meilleure solution parce qu'il y a forcément une simulation de blackface là-dessus.
Je crois que c'est un truc. Mais c'est vrai que la question est bien posée. Enfin, là-dessus, tu te vois dire allez, j'ai la transparence d'une Savage et je vais te sortir le haut médium et tout. Non, t'es sur un petit truc. Genre, il parle des trucs à 5 pouces. Oui, aussi. Bien sûr. Enfin, 5 pouces, 1 watt, le truc, tu le branches, ça ne fuzz. Ouais. C'est mort, quoi. Ah bah, c'est des contraintes supplémentaires. Oui, bien sûr. Bon. Mais effectivement, oui, si c'est ça la question. Comment tu fais avec un petit ampli merdique? Ce qu'on écoute là sonnera pas de la même manière sur un autre ampli quel qu'il soit. Oh, on est tout à fait d'accord. Même un ampli au même prix mais d'une autre référence. Donc effectivement c'est forcément différent. Après effectivement si l'ampli limite les fréquences qui sont reproduites, vous aurez beau envoyer des fréquences autres, il arrivera de toute façon pas à les sortir. Ouais, c'est ça. Donc ce sera de manière générale, et ça c'est une grande sagesse qui m'a été transmise par un magasin nantais quand j'étais adolescent. C'est toujours la dernière étape de votre son qui sera la plus importante. Parce que c'est celle qui va... la fin de chaîne, ça que tu veux dire. C'est ça. Ouais, ok. Parce que c'est celle qui va limiter tout le reste de toute façon. Souvent, quand tu dis dernière étape, je pensais en termes d'achat. Non. Vraiment la fin de chaîne. Voilà. Ouais, c'est plus important, bien sûr. Et il y a toujours aussi cette autre règle que les hi-fistes connaissent bien, c'est votre chaîne sera toujours limitée par son élément le moins bon. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement... L'idéal, c'est quand même d'avoir une chaîne cohérente. Je dirais par exemple ne pas acheter de pédale boutique si vous avez un ampli tout poucrave et plutôt investir dans un Blues Junior ou un petit ampli à lampe comme ça à 500 balles, voire même moins si vous en trouvez d'occasion en bon état, il y en a plein. Et franchement ça marche. C'est mortel, bien sûr. Blues Junior, hein. Ou un Pro Junior qui est un peu moins cher, qui est un 10 pouces. C'est le même chose en 10 pouces avec juste volume et tone. Ça suffit. En fait, il sonne mieux que le Blues Junior. Je connaissais pas. Tiens, ok. Et pour le coup, voilà, un de ces deux amplis, là, vous pouvez commencer à vous initier au pédale avec quelque chose qui les encaisse de manière tout à fait crédible. Et à mon avis, vaut mieux acheter moins de pédales boutiques et privilégier d'abord un bon ampli et ensuite commencer à, quitte à avoir des TC à 30 balles pour commencer ou des Boss d'occasion. Oui, si t'as pas envie d'attendre. Oui, c'est ça. Mais en vrai, pourquoi t'as pas pris ton multi-effet si t'étais impatient et que t'avais pas de budget? Aussi. Moi, je suis plutôt de cet avis. En général, c'est multi-effet. Si t'as pas le budget, que tu sais pas quoi faire, tu découvres. Oui, mais et ensuite, tu passes sur un projet. À l'heure actuelle, de toute façon, s'il a un petit ampli cheap, il a déjà son multi-effet intégré dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il sait un peu vers où il veut aller. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, déjà, un ampli correct, et puis ensuite, on voit la suite, quoi. Comment gentiment cruncher le son de chez soi avec des voisins délicats? Pas de bonsoir. Hein. L'éternelle question. Celle qu'on ne résoudra jamais. Bah ouais. Tu peux cruncher la tête de ton voisin aussi. J'aurais tendance à être hyper extrême là-dessus. Ok. C'est de toute façon d'où tu as besoin de cruncher à la maison. C'est vrai. C'est-à-dire, à la maison, tu peux prendre ta guitare sans la brancher, tu l'entendras quand même. C'est clair. Ou tu peux prendre une guitare acoustique et tu l'entendras avec un beau son. Mais l'acoustique, tu déranges les voisins selon comment c'est fait. Si t'as des voisins vraiment chiants, bah c'est guitare électrique non branchée et basta. Après, moi j'aimerais pas entendre Nothing Else Matter et comment ça s'appelle, Stairway to Heaven toute la nuit. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Donc mets-toi à la place du voisin aussi. Non, mais au-delà de ça, faire cruncher un ampli, c'est super quand il y a un groupe derrière et que ça joue et que c'est cohérent en fait avec le volume du reste. Pour moi, un crunch à bas volume, je dirais que ça n'a quasiment pas de sens parce que l'essence du crunch, c'est le volume. C'est une conséquence du volume. Dit-il en tournage palf, en mode c'est un peu fort l'ampli, on va le baisser. Mais bien sûr. Mais si j'étais à une contradiction près, ça se saurait. Mais effectivement, je pense que en tout cas, faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de beau crunch à bas volume.
Ça n'existe pas. C'est clair. Il y a les atténuateurs. C'est dommage. C'est dommage. J'ai pas envie de dire c'est tout pourri, mais en tout cas c'est un vœu pieux. Un vœu pieux. Voilà. D'accord. Les ampli no box, c'est super, mais ça sonne pas comme l'ampli. Mais on se rapproche bien. Les simulations plugins, c'est super, mais ça sonne pas comme l'ampli. C'est bien sur un enregistrement. C'est ça, voilà. ou au casque. Faites gaffe au casque. Faites très gaffe au casque. On ne se rend pas toujours compte du volume auquel on joue au casque. Donc de manière générale, moi j'ai tendance à dire, si vous voulez bosser votre instrument à la maison ou vous faire plaisir, jouez débranché sur une bonne gratte qui sonne déjà un peu à vide, quoi. Nickel. Désolé. C'était pas la réponse que t'espérais. Non, mais c'est vrai. Bah oui, mais la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Bon, sur ce, on se dit à la semaine. Moi, j'ai trouvé que vraiment. T'as des trucs à rajouter, vas-y. Non, j'ai trouvé que vraiment ils étaient intéressants dans leurs questions. Mais oui, c'est cool les facs. Pas forcément polis, pas forcément des femmes, mais intéressants. Bon, après, il suffit de faire une belle demande. D'avoir un sujet plus intéressant pour attirer plus de monde. C'est pas faux. Hein? Merci beaucoup. Et j'espère que ça ne vous a pas trop blessé quand je vous ai dit la vérité. De toute façon, ils vont se venger parce qu'on finit cette vidéo avec l'incrustation de ta demande de fac. Voilà. Ça c'est bien, c'est important. Et dans le train, dans la fatigue. Oh la vache, c'est loin quand même, Paris-Nice. Ouais, ça fait un peu de route. Hein. C'est dur à dire ce que tu viens de dire, j'ai l'impression. Là, ça devient fatigant. À bientôt. Allez, salut. Bonsoir, je suis dans les toilettes du train qui relie Paris à Nice, plus proche de Paris que de Nice, ou de Nice que de Paris, je ne sais plus trop. Le trajet dure à peu près 76 heures, donc on est quand même pas mal avancé. Et nous allons donc faire un tournage pour Palf, et on a plein d'idées, hein, vous inquiétez pas, on a notamment une saga qui va sortir et qui va sans doute vous plaire. Mais on aimerait bien aussi faire un FAQ. Et pour un FAQ, il nous faut des culs. Et c'est là que vous entrez en scène. Posez-nous donc vos culs et nous vous donnerons nos airs. À bientôt. Oui, pardon. Du coup, faut un hashtag, parce que sinon on ne pourra jamais faire le tri entre vos culs. Et bien par exemple, utilisez le hashtag le train c'est long Palf. Voilà, amusez-vous bien.